Alors, ce que je vous propose, on va se prendre dans le quart d'heure, 20 minutes, je ne vous donne pas plus, hein, Marc. Comme ça, après, on laisse du temps pour des questions. On va partir de ce plateau de petit déjeuner aux gens et que Marc va nous analyser pour voir ce qu'on croit savoir et ce qu'il en est vraiment des aliments qui sont là. Marc est agronome, il est professeur émérite à l'agro, aujourd'hui il s'appelle l'Agro ParisTech, c'est l'école agronomique de Paris. Il est expert auprès de l'ONU, expert auprès de la FAO, donc à la fois un expert qui connaît l'agriculture en France et aussi à l'étranger. Et donc, avec Marc, on a une connaissance de comment sont fabriqués, comment sont cultivés, fabriqués les produits que nous consommons. Alors, ce plateau de petit déjeuner, Marc, je vous propose de commencer par le pain. Le pain, donc il y a du blé. Le blé que nous consommons aujourd'hui, alors ce plateau, il est entièrement bio. Donc, avec Marc, vous pouvez nous expliquer la différence entre une farine aujourd'hui qui est la bio, mais le blé que nous consommons aujourd'hui qui n'a plus rien à voir avec le blé que nous consommions il y a 50 ans. Voilà, donc le commentaire se fera sur l'ensemble, parce que déjà la première chose, c'est diversifier, faire un petit déjeuner dans lequel il n'y a pas que du pain, pas que du jus, pas que la confiserie. Et donc le pain, là en l'occurrence, on recommanderait aujourd'hui de manger du pain complet et bio. Complet parce que riche en fibres, et bio parce que précisément sans résidus, pesticides et autres. Et par ailleurs, la question du pain aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les allergies au gluten. Et la question du gluten, alors c'est compliqué le gluten, donc en termes simples, les scientifiques ont du mal à expliquer. C'est un ensemble de protéines, c'est non pas une protéine, c'est plusieurs protéines. Et pour faire des blés, on va dire industriels, la sélection a été dans le sens d'enrichir le pain en gluten et certains acides aminés du gluten, ce qu'on appelle les gluténines, qui sont à l'origine des allergies aujourd'hui croissantes chez des gens qui jusqu'à présent ne l'étaient pas. Il y a 1% de la population en France qui a d'emblée des allergies au gluten, et ça c'est des prédispositions génétiques qu'on connaissait depuis longtemps, mais la nouveauté, c'est effectivement la crainte qu'on peut avoir avec le blé industriel, pas très clair, c'est de voir apparaître ces allergies au gluten, du fait que les blés ont été sélectionnés pour devenir plus facilement panifiables, et ce faisant, on a introduit cet excès de gluténine à l'origine de ces allergies, d'où l'intérêt de manger des pains complets et bio. Un chiffre d'ailleurs sur l'augmentation du gluten dans les blés aujourd'hui? Alors là, de plus, c'est pas. D'abord, j'ai pas le chiffre en tête exact, le pourcentage de gluten, hein, pour être honnête, et puis d'ailleurs, on aurait du mal à savoir en poids, en volume ou autre. Mais c'est à l'intérieur du gluten un des acides aminés dont on a accru la teneur. Mais on est sur des doses qui peuvent apparaître pas infinitésimales, mais mineures. Le pain, c'est d'abord de l'énergie avant d'être de la protéine. Donc, attention. Sur le blé, est-ce que, là on va plus parler de l'agriculture et des agriculteurs, est-ce que le blé, alors le blé bio d'ailleurs, qui est fait là, il est moins facilement panifiable, il est plus compliqué à fabriquer? Alors souvent le blé bio, effectivement, est moins riche en protéines, c'est le reproche que certains lui font, mais là justement on est en train de dire que c'est pas tellement un reproche, parce que si c'est une moindre richesse en ce gluten, enfin en ces gluténines qui sont à l'origine des allergies, vaut mieux à la limite un blé légèrement moins riche en protéines, et l'équilibre énergie, puisque le pain vous procure d'abord de l'énergie, pas une énergie immédiatement combustible, hein, c'est pas celle qui vous donnera du bon lait, c'est pas celle qui c'est la combustion lente, c'est donc mais l'équilibre énergie-protéine vaut mieux le concevoir dans le repas complet que seulement dans le pain. Oui, le blé bio est plutôt moins riche en protéines, c'est un reproche qui lui est fait. En fait, c'est peut-être une qualité. Alors, les fruits, là il y a une salade de fruits. Les fruits ici sont bio. Les fruits qu'on trouve en petite et grande surface ne sont pas bio. Et ce sont des fruits, on dit souvent, on trouve souvent qu'ils n'ont pas beaucoup de goût quand ils sont en petite et moyenne surface. Et vous nous dites, bah évidemment, ils ont même été globalement sélectionnés, pas du tout pour cette raison. Alors évidemment, oui. D'abord, les fruits et légumes issus de l'agriculture industrielle
industriels ont été surtout sélectionnés pour, alors quand même pour leur rendement à l'hectare, on va dire, mais auxquels on a rajouté d'autres critères, notamment la résistance, je veux dire, d'éventuelles pourritures ou champignons à l'étalage et la facilité de transport, dans la mesure où l'agriculture industrielle transporte maintenant ses fruits et légumes sur de très grandes distances. Beaucoup de fruits et légumes ont été sélectionnés sur leur capacité à résister des chocs au moment du transport. Et quand vous sélectionnez sur un grand nombre d'années les fruits et légumes sur ces critères-là, eh bien, vous ne les sélectionnez pas sur le goût, et certains critères de goût peuvent être amenés à disparaître. Je ne vais pas dire obligatoirement, mais c'est quand même un fait que sur une sélection de longue durée, sur des critères qui ne sont pas le goût, il y a une moindre diversité de goût dans les fruits et légumes issus, on va dire, de l'agro-business aujourd'hui. Alors par contre, la chance qu'on a aujourd'hui quand même en France, sur un certain nombre de fruits et légumes, et je pense en particulier les pommes et les tomates, s'il y a bien deux choses pour lesquelles la diversité à l'étalage est quand même relativement faible, c'est les tomates et les pommes. Alors que en France, au moins, on a encore conservé une énorme biodiversité, ce qui fait que les agriculteurs bio peuvent trouver aujourd'hui, effectivement, des produits en bio, des pommes et des tomates, qui ont un excellent goût. Mais le seul problème, c'est que vous ne les trouverez pas sur les rayons des moyennes surfaces. Il vous faut aller plutôt dans les biocoop, il vous faut aller sur le marché paysan, il vous faut aller dans d'autres commerces que les grands des moyennes surfaces. Et les restaurateurs, je pense, doivent faire la démarche d'aller chercher ces fruits et légumes bio, évidemment, ailleurs, donc dans la grande distribution. Et on a cette chance encore en France que ça n'a pas disparu. Je ne vous dirai pas la même chose sur les blés, les variétés de blé aujourd'hui, en termes de diversité, sont nettement moindres aujourd'hui qu'autrefois, et les producteurs de blé bio aujourd'hui sont quasiment contraints de trouver une, deux variétés seulement pour permettre de produire en bio. Donc là, il y a vraiment une disparition en question. Bref, dans votre... il y a à la fois le jus d'orange et il y a une salade de fruits où j'imagine qu'il peut y avoir un peu de détail, on en parlera peut-être un peu plus tard, justement. Voilà, en tout cas, oui, il y a moyen d'avoir des légumes et des fruits bio, mais n'allez pas trop. Enfin, on peut en trouver aujourd'hui dans la grande surface, mais c'est difficile. Enfin, pour terminer sur les variétés, expliquez-nous tout ça, ça se sait pas, ce catalogue des variétés. Ce qu'on achète en grande et moyenne surface, globalement, on vient d'un catalogue extrêmement réduit où vous dites qu'il n'y a plus de variétés, on ne devrait même plus appeler ça des variétés. Quel est ce catalogue? Alors, c'est juste. Alors, sauf que par exemple pour les tomates, il y a encore 450 variétés de tomates inscrites au catalogue. Donc, c'est pas là, le catalogue qui limite le nombre de variétés, mais effectivement, autrefois, la sélection de variétés était faite sur le goût, il faut quand même être honnête. Les gens, quand ils sélectionnaient dans leur propre champ les graines ou les noyaux dans leur propre champ pour les replanter l'année suivante sur leur champ, ils sélectionnaient selon différents critères, dont le goût et les critères de tolérance et de résistance aux insectes prédateurs du coin. L'agronomie moderne, quand on a commencé à investir beaucoup de capital pour des gens comme moi, des collègues et autres qui vont faire l'expérimentation, on leur a dit quelques critères seulement: rendement, résistance au transport, point barre, et faites en sorte que ça puisse aller depuis le Pas-de-Calais jusque la Camargue, de la Bretagne jusque l'Alsace, des variétés les plus passe-partout possibles, s'il vous plaît, il faut amortir le capital. Tout ça, il y avait un raisonnement apparemment raisonnable. Et pour éviter effectivement que les nouvelles variétés mises au point soient mises en concurrence avec d'autres, on a commencé à établir des règles. Seules pourront être commercialisées les semences de variétés inscrites au catalogue. Voilà. Et là, du coup, beaucoup de paysans aujourd'hui se trouvent privés de la possibilité de commercialiser eux-mêmes les semences de leur propre récolte. Alors ça, c'est gravissime. Sachez que pour beaucoup de fruits et légumes aujourd'hui, les seules variétés disponibles sont des variétés, alors de plus des hybrides de type F1. Si vous me demandez des explications, je vous expliquerai de ce dont il s'agit. C'est des variétés dont on est sûr que l'agriculteur ne pourra pas réensemencer plus tard leur propre récolte. Donc il y aura l'obligation d'acheter à chaque saison de nouvelles semences issues aujourd'hui de l'industrie semencière. Oui, l'inscription au catalogue est faite au départ pour amortir au plus vite les investissements réalisés dans la recherche agronomique, et ça prive aujourd'hui les paysans de la possibilité, parfois même de reproduire chez eux, et en tout cas à coup sûr de commercialiser chez les autres, des semences qui viennent de leur propre champ. Et ça, c'est gravissime.
D'autant plus qu'ils sont en train de disparaître du marché des variétés qui étaient adaptées à une multitude d'environnements. Il y avait à l'époque une multitude de variétés, on pouvait les appeler des variétés, c'était variées, adaptées à la multitude d'environnements. Alors qu'aujourd'hui, avec le faible nombre de variétés, on va mettre en guillemets, parce que c'est peu varié, de l'agronomie moderne, enfin de la génétique moderne, on demande aux agriculteurs d'adapter tous leurs environnements, de les homogénéiser pour faire passer un faible nombre, alors on dit de cultivars, c'est le jargon de notre métier, qui est peut-être mieux que variété, tellement c'est peu varié. Et du coup, beaucoup de goûts, pour revenir au départ, sont en voie de disparaître de ce fait-là. Et l'existence de ce catalogue fait que les agriculteurs, les paysans qui continuent à cultiver ces variétés oubliées peuvent être parfois à la frontière de la légalité. Oui, alors de plus, on est en train de renforcer la loi, enfin il y a une loi de novembre 2012, pour lesquelles il n'y a toujours pas de décret d'application, et qui alors là, cette fois, interdit aux paysans de pouvoir même réensemencer les graines de leur propre champ sans payer une redevance à ce qu'on appelle autrefois l'obtenteur, c'est-à-dire ça peut être une Malgrin, une Morin ou autre. Et heureusement, les décrets d'application ne sont pas encore parus. Il y a une loi de modernisation de l'agriculture, une loi d'avenir de l'agriculture qui se prépare, et le combat n'est pas encore gagné sur le fait que les agriculteurs pourraient eux-mêmes réensemencer, sans avoir à payer de redevance, des graines de leur propre récolte. Là, il y a une vraie menace qui n'est pas encore levée. Et une perte de pouvoir pour les agriculteurs. Et alors, évidemment, une perte de pouvoir pour les agriculteurs de plus en plus soumis à un nombre de plus en plus réduit de compagnies semencières. Globalement, même s'il y a des succursales, du Morin par exemple, à l'égard de... Mais vous avez 4 compagnies multinationales des semences aujourd'hui qui, à l'échelle mondiale, c'est à peu près 90% du marché des semences. C'est Monsanto, Syngenta, la 4e est française, c'est Imagrin. Est-ce qu'on peut dire, et après on passe au lait, est-ce qu'on peut dire que ces compagnies-là sont celles qui finalement tiennent ce catalogue? Alors, c'est le GINIS, le Groupement National Interprofessionnel des Semences, donc devrait être tenu, pour reprendre l'expression, puisque c'est interprofessionnel, par évidemment les compagnies semencières, l'État qui préside, et une représentation des agriculteurs, et y compris un peu les commerçants. Dans le fait, au sein de ce qu'on appelle le GNIS, le Groupement National Interprofessionnel des Semences, c'est les compagnies semencières qui prédominent. Et là, il y a une question, effectivement, de savoir si l'intérêt des agriculteurs est bien représenté par les représentants du syndicalisme agricole, on va dire majoritaire aujourd'hui en France, qui, malheureusement, trop souvent, optent pour le point de vue des compagnies semencières. Alors, le lait, vous dites dans votre livre, attention, ne croyons pas que boire du lait, c'est bon pour la santé, comme on l'a beaucoup appris dans notre enfance et on l'a beaucoup entendu à la télévision, dans beaucoup de publicités. Et vous dites non, attention au lait et surtout au lait de vache. Alors, l'idée, c'est boire beaucoup de lait. Est-ce que c'est bon pour la santé? Si on dit boire beaucoup de lait, alors là, je mets évidemment beaucoup de réserves sur le fait que le lait, même écrémé ou demi-écrémé, est quand même encore riche en matières grasses, et on dira ces matières grasses contiennent du mauvais cholestérol, pour parler simple, c'est-à-dire celles qui, sur le long terme, peuvent être à l'origine de maladies cardiovasculaires. Donc il y a effectivement à ne pas exagérer dans la consommation de lait. Et alors le paradoxe pour beaucoup de gens, c'est que le lait est riche en calcium, donc ça devrait être très bon pour justement consolider nos os. Or, aujourd'hui, on sait avec certitude que dans les protéines, donc le lait de vache en particulier, parce qu'il faut après distinguer les différents types de lait, dans le lait de vache, la plupart des acides aminés, donc les protéines du lait, sont acidifiantes. C'est des acides aminés soufrés, ces protéines sont acidifiantes, ce qui fait que le lait, notamment s'il était consommé tout seul et en trop grande abondance, par exemple au petit déjeuner, eh bien, aurait des effets exactement inverses, du fait que ça acidifie notre sang et la plupart des tissus de notre corps, dans notre physiologie humaine, pour corriger cet excès d'acidité, eh bien, on va aller prélever le calcium de nos os. Et donc, précisément, boire trop de lait et le boire tout seul peut aboutir au contraire à de l'ostéoporose, peut aboutir au contraire à une décalcification des os. Donc oui, boire beaucoup de lait n'est pas bon pour la santé. En boire modérément
et surtout accompagné d'autres ingrédients, c'est-à-dire dans la diversité du repas, c'est absolument nécessaire. Alors figurez-vous, ça nous amène au jus de fruits, et notamment jus d'orange, jus de citron, et les... Alors là, assez curieusement, le jus de fruits, les citriques, enfin l'acide citrique du jus d'orange, du jus de citron, c'est pas seulement un apport en vitamine C, mais c'est, malgré le caractère acide du produit, c'est riche en potassium, et du coup, ça a un effet au contraire alcalinisant, c'est-à-dire c'est un effet exactement contraire aux protéines acidifiantes du lait, et vous arrivez ainsi à corriger au sein même du repas le caractère éventuellement exagérément acidifiant du lait. Donc boire un peu de lait, mais accompagné notamment du jus d'orange, là, ça ne devient pas complètement idiot. Alors ce jus d'orange, donc celui-ci est bio. Une des craintes en tant que consommateur, c'est de tous ces fruits qui ont des pesticides, des produits phytosanitaires dont les résidus sont ensuite consommés. Vous dites dans le livre, oui, il est prouvé scientifiquement que c'est mauvais pour la santé, mais vous dites aussi, oui, c'est vrai que ce n'est pas avéré statistiquement. Donc, on sent bien d'ailleurs que dans les médias, il peut y avoir un glissement comme ça entre ces deux vérités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence? Comment ça peut être prouvé scientifiquement et pour autant qu'il n'y ait pas encore d'études statistiques qui le démontrent? Alors là, on parle bien des fruits et légumes non bio, de l'agriculture industrielle, pour lesquels il a été nécessaire, on va même dire, pas utile seulement, mais nécessaire, absolument nécessaire, d'employer des intrants chimiques. Et parmi les intrants chimiques, il y a des engrais de synthèse, mais il y a aussi ce qu'on appelle les pesticides, herbicides, acaricides, nématicides, fongicides, qu'est-ce qui manque? Nématicides, acaricides, herbicides et autres. Donc les produits qui tuent. Alors évidemment, ce n'est pas destiné à tuer les hommes, c'est destiné à tuer des chenilles, à tuer des mauvaises herbes, à tuer des choses comme ça. Mais il en reste des résidus dans les fruits et légumes. Alors si c'était des pommes, je vous dis tout de suite, notamment dans la peau des pommes, c'est dans la peau des pommes où il y a le plus de vitamine C. Donc je vous conseillerais, quand vous mangez des pommes, de manger des pommes sans l'éplucher. Mais c'est aussi là, malheureusement, où se concentre le plus, parce qu'il y en a aussi au cœur, les résidus pesticides. Et donc là, faites très attention. Alors, pesticides et santé, il y a des choses qui étaient connues déjà depuis très longtemps. La relation entre l'exposition aux pesticides et des maladies liées à un surdosage, une mauvaise manutention des pesticides pour les agriculteurs, ce qu'on appelle les intoxications aiguës. Mais là où on commence maintenant davantage à comprendre, c'est ce qu'on va appeler des intoxications chroniques, à savoir que l'exposition, notamment dans nos fruits et légumes, au moment de la nourriture, prolongée, et même à faible dose, c'est-à-dire des résidus assez faibles dans les fruits et légumes, mais prolongés depuis périnatale, depuis la femme enceinte, depuis in utero, jusqu'on va dire la fin de la croissance, 18 ans, mais en passant par des phases, notamment puberté, l'exposition dans notre alimentation à certains pesticides qu'on qualifie de perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire en fait qui perturbent le fonctionnement de nos hormones, elles-mêmes sécrétées par nos glandes endocrines, excusez-moi tous ces jargons, on va lui parler en termes simples, mais on a quand même beaucoup de jargon, mais effectivement aujourd'hui, on est en mesure de démontrer, les biologistes, ceux qui connaissent bien la molécule, ceux qui connaissent bien le fonctionnement de nos glandes endocrines, la typhoïde, la thyroïde, pardon, et l'hypophyse, je fais un mélange entre les deux, mais pour faire peur aux hommes, les testicules, cette exposition prolongée peut aboutir pour la génération jeune aujourd'hui à une espérance de vie en bonne santé qu'on estime, attention, c'est un ordre de grandeur, c'est-à-dire sans Parkinson, sans Alzheimer, sans maladies neurodégénératives et sans certains cancers, pour les hommes le cancer de la prostate, de 10 ans de moins. C'est-à-dire que les maladies neurodégénératives pourraient intervenir 10 ans plus précocement que les gens de ma génération. Alors ceci est une démonstration, c'est publié dans des revues à comité de lecture, les sources sont dans le livre bien sûr, et c'est de plus en plus affirmé, c'est-à-dire que s'il y a encore 5 ans, on commençait à dire, oulala, attention, plus on avance, plus on comprend les phénomènes, plus on est en mesure de dire, oui, effectivement, l'exposition, même à faible dose, mais prolongée, c'est-à-dire que les effets sont cumulatifs au fil des années, c'est quand même une prévision d'espérance de vie en bonne santé, j'entends, pas l'espérance de vie totale, mais l'espérance de vie sans Parkinson, sans Alzheimer, sans cancer de la prostate, de 10 ans moins. Alors effectivement,
Est-ce que c'est avéré statistiquement? Alors d'abord, mes contradicteurs, les gens un peu représentants des produits en CID, auront très facilement, ceux qui vendent ces produits en CID, me diront, Monsieur Luchumier, ce que vous racontez là, c'est pas avéré. Et quand ils me disent ça, le pire, c'est que c'est vrai. Ils veulent dire, ce n'est pas statistiquement avéré. Et pour cause, ce sera statistiquement avéré peut-être dans 35, enfin fort probablement, dans 35-40 ans. Va-t-on attendre 35-40 ans pour se dire il serait urgent d'en terminer avec les produits pesticides? Donc oui, merci Alain de nous mettre ici des fruits bio. C'est on ne peut plus raisonnable. Alors concluons sur le bio, la part du bio en France. D'un côté, ça augmente, Marc, mais qu'est-ce que ça représente aujourd'hui et quelle perspective? Alors le bio, côté consommation, c'est un accroissement très rapide, puisque en l'espace de 5 ans, malgré une relative stagnation du pouvoir d'achat, la consommation du bio a doublé. Donc il y a bien, ça veut d'abord dire que nos comportements de consommateurs, y compris nos comportements individuels, la somme de nos comportements individuels a un impact, y compris macroéconomique, je vous le dis tout de suite, parce qu'on importe de plus en plus de bio. Mais disons qu'il y a bien, au niveau sensibilisation, éducation, à la consommation et autres, il y a bien un effet réel. La consommation de produits bio a doublé au cours des 5 dernières années, malgré la stagnation du pouvoir d'achat. Et, c'est dit dans le livre aussi, une étude récente, 2013, de l'INSERM, 58 corrélés au pouvoir d'achat. C'est-à-dire ils ont fait 3 catégories dans les consommateurs, des gens qui ne consomment pas de bio, ils ne savent pas qu'ils en consomment, c'est-à-dire complètement indifférent à ça, des consommateurs occasionnels et des consommateurs plus fréquents. Je vous dis tout de suite, même chez les consommateurs plus fréquents, la majorité des produits restent encore non bio. Enfin, c'est quand même des consommateurs qui font l'effort de consommer le plus de produits bio possible, et ils ont regardé le pouvoir d'achat des 3 catégories. Aucune corrélation avec le pouvoir d'achat. C'est-à-dire, moi qui, mon intuition était de dire le bio, c'est que réservé aux bourgeois bohèmes qui ont un pouvoir d'achat suffisant. Cette étude sur 50 000 consommateurs montrerait que c'est plutôt faux. Même si le bio est plus cher. Même si le bio est plus cher. Et vous allez voir, peut-être tout à l'heure dans la question, au moins payer au producteur devra rester nécessairement plus cher parce que plus soigné, plus artisanal. Donc, surprise. Qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que dans la catégorie de ceux qui en consomment beaucoup, c'est des gens qui ont modifié leur système de consommation, alertés par des revues de diététique, alertés par, y compris des mouvements d'associations de consommateurs et autres, ont modifié leur comportement de consommation, à savoir équilibrer, parce que ce qui est très important dans chacun de nos repas, c'est l'équilibre entre les différents ingrédients, et dans cet équilibre entre les différents ingrédients, des gens qui ont substitué la consommation notamment de viande rouge avec des légumineuses, c'est-à-dire des protéines végétales du type pois chiches, lentilles, haricots, petits pois. Et effectivement, ces gens qui achètent plus cher le produit bio, parce que le produit bio est artisanal, exige plus de travail, il doit donc mieux rémunérer ce travail, et donc de ce point de vue-là, est nécessairement plus cher, au moins payé aux producteurs. Eh bien, ces gens qui achètent le produit bio plus cher n'ont pas un repas plus cher. La moindre consommation de viande ayant été de pair avec la consommation de protéines végétales moins coûteuses. Donc c'est des gens qui, du point de vue de l'éducation à la santé et à l'alimentation, ont modifié leur système de consommation, achètent de plus en plus de bio et mangent plus équilibré. Au niveau de la production, et c'est ça le problème, ce qui me permet de dire, on a rencontré quand même de temps en temps, y compris le ministre ici, avec des gens présents, le ministre de l'Agriculture, de lui dire, on est en train de faire des parts de marché. Preuve que la somme de nos comportements individuels en tant que consommateurs a un impact macroéconomique. La France importe de plus en plus de produits bio. Et ça, c'est franchement dommage. Donc l'offre n'a pas réussi à répondre, même si, il faut être honnête, suite au Grenelle de l'environnement, il y a quand même un accroissement de la surface. On est aujourd'hui, en termes de nombre d'agriculteurs, le livre dit 3,7%, on va atteindre prochainement, on va dire les 4%, mais on est en dessous de 4% pour le nombre de producteurs, on est légèrement au-dessus en termes de surface peut-être. L'Autriche, il en sont à plus de 12%. Donc on est très en retard. Si on compare avec l'Autriche, si on compare avec la Suède, si on compare avec l'Italie, nous sommes très en retard dans la production bio. On n'a pas aidé à travers les subventions des producteurs à, pas assez en tout cas, aider à la conversion au bio qui est nécessairement coûteuse. N'oubliez pas que les agriculteurs qui se mettent au bio
Ça se traduit, là pour ce qui est de la France, c'est vrai, dans un premier temps par un moindre rendement et par plus de travail. Et ils n'ont pas accès encore au logo, puisqu'il leur faut 2 ans avant, ça veut dire que c'est en 3e année qu'ils seront certifiés et pourront avoir accès au logo et au prix plus cher. Donc là, beaucoup de retard, et il y a beaucoup de choses à faire. On n'est pas sans idées, elles sont mentionnées dans le livre, pour aider à cette conversion et au maintien de l'agriculture bio en France. Merci Marc. Je vois qu'il est 10h15, on a un peu de temps si vous avez des questions. Vous avez vu que je suis long dans mes réponses. Alors, effectivement, il y a 2 choses quand on compare les agricultures industrielles et les agricultures biologiques. C'est le rendement à l'hectare et la productivité du travail. C'est 2 choses différentes. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que les contradicteurs, souvent, essayent de mélanger les deux pour entretenir une confusion. Alors, l'agriculture biologique, à partir du moment où elle s'interdit les produits en seed en question, elle œuvre sur des mécanismes qui sont, en général, vers la diversification des rotations des assolements, l'association agriculture-élevage. C'est-à-dire que dans une même unité de production, dans une même ferme, il y a une grande diversité d'activités et ça veut dire quand même plus de travail. Et plus de travail, ça veut dire quand même qu'il faudra que le produit payé au producteur soit mieux rémunéré. C'est ça qui mérite la chose. Donc, en France aussi, je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout le cas dans les pays du Sud, enfin dans beaucoup de pays du Sud, notamment déficitaires, le passage au bio se traduit quand même par un moindre rendement. Quand vous voulez faire du colza bio, hein, c'est la caricature, c'est le colza. Quand vous voulez faire du colza bio, de l'huile colza bio, que vous êtes seul dans votre environnement, vous avez les insectes prédateurs du colza résistants aux pesticides du voisin. Les coccinelles qui pourraient neutraliser évidemment l'insecte en question ont disparu avec le pesticide du voisin. Vous interdisez tout produit chimique. Si vous êtes encore dans un système pas trop diversifié, encore un peu monoculture, dans une région de monoculture, ça se traduit par de moindres rendements. Donc, le supplément de travail et le moindre rendement méritent évidemment une plus grande rémunération. Attention, je réponds au deuxième aspect de votre question. D'abord, dans les pays du Sud, là où on est, notamment dans les pays déficitaires, là où on est à des rendements encore dérisoires, on peut poursuivre une agriculture bio, la perfectionner à travers, par exemple, ce que vous avez dit là, l'agroforesterie, en accroissant d'emblée les rendements. Dans les pays déficitaires, cette baisse de rendement liée à la destruction des écosystèmes liés à l'agriculture industrielle qui a déjà fait des ravages, le fait qu'un agriculteur bio en France souffre des dégâts écologiques de l'agriculture industrielle, même si lui s'interdit l'emploi de cette agriculture industrielle, ça n'existe pas dans les pays du Sud déficitaires. Donc on peut accroître les rendements. Et comme vous avez dit intensif, il faut savoir, cette agriculture moderne-là, chez nous comme là-bas, l'agriculture de demain, ça va être une agriculture qui va faire un usage intensif des rayons du soleil. Ressources naturelles renouvelables, pas de pénurie annoncée avant 1 milliard d'années, allez-y les gars. Un usage intensif du carbone, du gaz carbonique de l'air. Il y a trop de gaz carbonique dans l'air, c'est un gaz à effet de serre. Là, les agriculteurs, plus vous faites un usage intensif de ce carbone et nous libérez l'oxygène, allez-y les gars, sans retenue aucune. C'est aussi une agriculture qui va faire un usage intensif de l'azote de l'air, via ce qu'on appelle les légumineuses, les protéines, enfin les petits pois, les haricots, ou si c'est des ruminants, les sainfoins, les lotiers, les luzernes, les trèfles, je passe un peu vite, et c'est par la voie biologique, on prend l'azote dans l'air qui est sur la parcelle en question, par des voies strictement biologiques, 79% d'azote dans l'air, avant d'arriver à 75%, vous pouvez attendre des siècles. Donc faire un usage intensif de toutes ces ressources naturelles renouvelables et pléthoriques, c'est loin d'être idiot. C'est une agriculture aussi intensive en emploi. Je vous disais que ça exige plus de travail. Mais est-ce grave de créer du travail et de permettre l'installation de jeunes agriculteurs dans un pays où il y a 10% de chômage comme chez nous, où il y a trop de gens dans les bidonvilles au Brésil? Non, donc cette agriculture intensive, effectivement, est plus artisanale, plus soignée, exige plus de travail, doit être nécessairement mieux rémunérée aux producteurs. Alors, par contre, on peut en diminuer le prix de la commercialisation. Peut-être une autre question. Je serais, semble-t-il, trop long dans mes réponses. Non, mais je le savais. Je veux savoir, la conclusion de votre réponse, c'est un petit peu, il y a un moment donné où le seuil va être dépassé et où les prix vont s'inverser. Oui. Que si on arrive... Un jour viendra, parce qu'on aura... Alors déjà, par exemple en Bretagne, un lait bio, même sans le logo, si pour faire du bio, l'agriculteur est contraint de mettre ses animaux totalement à l'herbage, déjà la valeur ajoutée à l'hectare
est déjà supérieure à celle de l'agriculture industrielle. Ne vous y trompez pas. L'agriculture, c'est pas toujours accroître le rendement à l'hectare. Parce que si les coûts sont très élevés, la valeur ajoutée est faible. On peut, avec des rendements moindres, si vous diminuez davantage les coûts, avoir une valeur ajoutée supérieure. Donc pour le revenu national net, la richesse de la ferme France, déjà aujourd'hui, l'agriculture bio produit déjà plus de richesse pour la ferme France que l'agriculture industrielle qui importe du gaz naturel russe et norvégien pour fabriquer ses engrais azotés de synthèse, qui importe du soja brésilien pour alimenter ses cochons. Ça coûte de plus en plus cher de produire Ça coûte. Pas bio, en fait. J'ai Voilà, une question. exactement. Vous voyez qui parle mieux que moi. Alors, dur de répondre en peu de mots. Vous savez que je suis bavard. L'agroécologie, d'abord, ça peut être une discipline scientifique qui essaye, ce que l'agronomie n'aurait jamais dû cesser d'être, et qui essaye d'expliquer un peu tout ça. L'agriculture biologique, c'est une pratique avec un cahier des charges, un logo, un label et un prix plus rémunérateur. Et entre l'agriculture industrielle et l'agriculture biologique avec son cahier des charges, qui d'ailleurs un jour va devoir être revu à la hausse, éventuellement, on en reparlera tout à l'heure, il y a une foule d'agriculture dite raisonnée, de conservation, intégrée. Il y a permaculture qui est une forme d'agriculture bio. Il y a beaucoup de termes qui, je vous le dis tout de suite pour ces formes d'agriculture-là, n'ont pas encore un logo, un label, et ne bénéficient pas d'un prix plus rémunérateur. On en entend moins parler, au moins au niveau de la consommation. De quoi s'agit-il? En un mot, d'ailleurs, les logos, parce qu'en fait, à chaque fois on me pose la question, le logo c'est fiable, le logo bio. Alors, oui, le label et le logo qui manifeste que ce label est-il fiable ou non, alors la réponse, elle est oui, globalement, le label AB, la petite feuille européenne, c'est une obligation de moyens pour des agriculteurs, des organismes certificateurs qui vont inspecter au moins une fois par an, et puis parfois plus, y compris de façon surprise, et autres. Et ces organismes certificateurs eux-mêmes sont certifiés par l'État, par ce qu'on appelle la COFRAC, et évidemment, il se peut, et je m'en réjouis, quand on découvre, tiens, il y a une fraude sur le bio. Regardez, quand on vous dit qu'il y a une fraude sur le bio, qu'est-ce que vous découvrez? C'est l'organisme certificateur qui a fait son métier, et les organismes certificateurs eux-mêmes en concurrence certifiés par l'État ont intérêt à ne pas laisser passer des choses comme ça. Donc ça rend quand même cette certification extrêmement fiable. En tout cas, la grande différence avec vous savez, on met parfois du cheval dans du bœuf. Alors là, c'est pas bio du tout. Et quel est le drame? On va dire, bah oui, mais la direction de la consommation et de la concurrence contre les fraudes, la DGCRF, en France, a fait son métier. Elle a enfin vu qu'il y avait du cheval dans le bœuf. Le vrai drame, c'est qu'on découvre que ça faisait déjà 2 ans, et on découvre en plus, après, qu'il y avait de l'anti-inflammatoire dans de la viande de cheval importée de Grande-Bretagne, des chevaux de course. Et ceci, on le découvre plusieurs années après. Donc la grande différence entre ce mécanisme de certification du produit bio et les recherches quand même d'éviter les fraudes ordinaires, elle est là. C'est que les agriculteurs payent pour la certification, évidemment, et ils ne vont pas frauder à partir du moment où eux-mêmes payent pour avoir accès au logo. Et évidemment, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus fréquent, et vous pouvez faire confiance. Vous dire que ça ne fraude jamais, non, mais alors vraiment, on peut être davantage rassuré sur le caractère du produit, même si après, on peut regretter qu'au moment de l'uniformisation du label à l'échelle européenne, il a fallu, pour éviter les distorsions de concurrence au sein de l'Union européenne, pour ce qui est des Français, un peu revoir le cahier des charges à la baisse. Mais enfin, c'est quand même certifié. Alors, agriculture intégrée n'a pas ça. Agriculture intégrée, c'est une démarche de l'agroécologie. Donc il est clair que l'agroécologie, elle parle bien, si moi j'en parle pas, c'est une erreur, mais l'agroécologie telle qu'elle est conçue là, c'est vraiment la volonté d'aménager au mieux les agroécosystèmes. Et parmi les façons d'aménager les agroécosystèmes, c'est d'intégrer, donc le mot agriculture intégrée, et bien d'abord agriculture et élevage. L'urine des animaux va rejoindre la paille, ça va fabriquer du fumier. C'est intégré dans la mesure où vous avez des rotations et des assolements diversifiés. Vous pourrez même éventuellement avoir des haies qui vont héberger les coccinelles et les coccinelles neutraliser vos pucerons. Donc ça devient savant. C'est totalement inspiré
de la discipline scientifique agroécologie. Donc, au sein même de l'agroécologie, vous avez différentes formes d'agriculture, l'une avec son cahier, son label et son logo, le caractère plus soigné et mieux rémunéré, et d'autres formes qui sont de réelles voies de progrès, mais par exemple qui ne s'interdisent pas l'emploi de certains produits chimiques, et donc ça n'a pas le logo AB. Voilà. Ils n'utilisent pas de bouillie bordelaise. Comment? Je crois qu'ils n'utilisent pas de bouillie bordelaise. Et ils n'utilisent pas de bouillie bordelaise. Non mais je vous taquine, j'ai beaucoup d'admiration pour votre travail. Oui, oui, oui. C'est un petit peu la guerre entre la production intégrée et la bio, mais je suis en faveur du... Alors très clairement ça a un impact. Là où on pourrait à terme, y compris peut-être à moyen terme, hein, pas forcément à long terme, diminuer le prix du bio, le rendre le plus accessible possible à des couches modestes, c'est de réduire les coûts de la commercialisation. Alors là aussi c'est complexe, je vais répondre en termes courts. C'est un circuit court, si c'est 30 bourgeois bohèmes qui prennent leur voiture pour récolter chacun 500 grammes de fraises, je vais vous dire que c'est très coûteux. Donc il faut à la fois diminuer le coût de commercialisation en faisant des circuits courts, donc éviter les coûts de transport inconsidérés, ça va de soi, mais de taille critique. Et le vrai problème, par exemple, pour la collecte du lait, le bio-lait par exemple, qui veut évidemment non pas aller chercher son lait en Autriche, où là, il y a déjà une production de lait à grande échelle, à plus grande échelle de lait bio, mais dans le département. Ben, le camion laitier, il va commencer à démarrer à vide, il va partir à l'est, il va partir au nord, à l'ouest, au sud du département. Même si c'est proche, il est néanmoins, comme les agriculteurs sont dispersés, éloignés les uns des autres, eh bien le coût de transport reste trop élevé en France pour les produits bio, notamment le coût de la collecte primaire. Et donc là où on pourrait considérablement diminuer le coût du produit bio, c'est d'organiser des circuits courts et de taille critique, mais ça supposerait que les producteurs bio soient plus rapprochés les uns les autres, c'est-à-dire qu'il y a une densité de producteurs bio bien supérieure. Donc oui, plus il y aura des conversions bio en France, plus ils seront proches les uns des autres, eh bien, plus le coût de commercialisation va diminuer, plus la collecte primaire en circuit court va devenir de taille critique. Ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui pour un très grand nombre de productions bio, où on est obligé de chercher, même quand c'est dans un même département, dans des endroits très dispersés. Alors attention, les grandes et moyennes surfaces peuvent vous procurer effectivement parfois des produits bio pas trop chers, parce qu'ils importent par exemple du lait bio d'Autriche. Alors la collecte primaire là-bas, comme il y a beaucoup de producteurs bio, ça y est, le problème est arrangé, et importer en gros volume, même si c'est sur une grande distance, rapporté au litre de lait, finalement c'est pas si coûteux. Donc vous voyez, il faut quand même défendre l'idée du circuit court, mais aussi celle de la taille critique. Il faut convaincre un grand nombre d'agriculteurs de passer au bio dans les années qui viennent. Moi, je vais compléter sa question. À chaque fois qu'il y a un nouveau ministre de l'Agriculture, en fait, il passe devant vous pour un grand entretien, et au bout d'un moment, il dit ben oui, moi je suis convaincu, il faut aller vers l'agroécologie. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe derrière? Alors, on est là vraiment dans les deux questions, enfin, dans le scientifique et le politique, sachant que même personne, moi par exemple, peut avoir des conclusions scientifiques qui m'amènent à des jugements politiques avec un P majuscule. Alors il est clair, pour ce qui est des ministres, j'ai rencontré plutôt les trois derniers, M. Michel Barnier, M. Bruno Le Maire et en ce moment M. Stéphane Le Foll. Quand on discute de l'agroécologie, de ses principes, et qui va quand même en défense de l'agriculture biologique avec son cahier des charges, son obligation de moyens, mais ses éventuelles insuffisances aussi, il est clair que sur la partie scientifique, où M. Borloo, hein, quand il était ministre du développement, à l'écologie et au développement durable, il y a une écoute que je vais dire quand même hyper attentive. Je n'ai pas vu aucun des ministres que j'ai rencontrés qui, sur la partie scientifique de l'affaire, il n'y a pas une écoute hyper attentive. Et je vais même vous dire aujourd'hui, d'autant plus qu'ils savent que l'argument de l'agriculture biologique, là, c'est l'âge de pierre, c'est la bougie, ils ont parfaitement compris aujourd'hui que le vrai problème du bio aujourd'hui, c'est que c'est au contraire trop savant, trop sophistiqué, mais aussi trop artisanal, enfin pas trop, puisque ça procure d'emploi, mais très artisanal, et donc peu compétitif pour ce qui est du prix pas cher sur le rayon. Eux aussi savent que l'agriculture industrielle, qui elle est capable de produire pas cher sur le rayon, savent que le lait pas cher
coûtent très cher. Ils ont les algues vertes, on paye des impôts pour retirer les algues vertes, on paye des impôts pour la rendre l'eau potable, si on a une eau du robinet qui est potable, j'en parle dans le livre aussi, c'est le coût de la potabilisation qui est très élevé, mais on a le droit de boire de l'eau robinet évidemment en France, mais que le lait pas cher nous coûte très cher. Alors ça, jusque la partie scientifique dans le terme agroécologique, agronomie, le terme économique et autres, d'accord. Alors après, d'où viennent dans la discussion politique, le fait qu'après, en général, quelques semaines où on s'entretient chaleureusement, après, ça devient un peu plus tendu. Et c'est malheureusement le cas, y compris maintenant. Alors, le dernier ministre, c'est l'agroécologie, la France va en devenir leader. Puis on découvre que le mot apparaît le moins souvent, c'est nous qui sommes un peu obligés de dire, mais on va quand même le mettre dans la loi de modernisation agricole, s'il vous plaît. Vous êtes fait le porte-parole de ça. C'est évidemment des pressions qui vont à l'encontre de ça. Très concrètement, pour parler du ministre actuel, il me dit « Monsieur Dufumier, n'oubliez pas, j'ai en face de moi 26 autres ministres. La prochaine fois, il me dira 27, puisque la Croatie est rentrée. » Façon de me dire que, il n'est pas tout seul, que c'est la politique agricole commune, et aussi, il ne manque pas de me dire, vous savez, l'attention que les Français portent à la bonne bouffe, c'est pas partagé culturellement par toutes les autres nations. Donc ça, c'est quand même un vrai problème quand nous définissons une politique agricole commune. L'attention que nous portons à la nourriture n'est pas partagée culturellement par toutes les nations. Ensuite, il me dit aussi qu'il y a maintenant dans l'Europe des pays de grande agriculture latifondière. Et imaginez les fermes des 1000 vaches qui existent déjà en Allemagne de l'Est, en République tchèque, en Bulgarie. Ces fermes des 1000 vaches pour lesquelles effectivement le lait est un coproduit du méthane ne rêvent que d'une chose, c'est de livrer sur le marché européen un lait pas cher et que l'agriculture bretonne, les éleveurs bretons, même quand ils vont vouloir s'endetter, acheter un robot de prête, ne seront pas compétitifs. Donc l'idée de commencer à produire mieux du lait, un lait bio et autres, ce n'est pas leur problème. Ils sont dans une course à la compétitivité, conquérir de parts de marché, être les seuls à exporter la poudre de lait vers le Bangladesh, la République tchèque, vous comprenez, leur représentant ne va pas du tout dans le sens si on pouvait faire en sorte que le peuple soit mieux nourri. Et donc effectivement, on a en face de nous des rapports forts. Et puis sachez qu'en France, parfois, des lobbies, on les trouve dans les compagnies semencières, on les trouve évidemment dans l'industrie agroalimentaire, on les trouve dans les productions de produits phytosanitaires. On parlait du GNIS tout à l'heure, moi je peux vous parler de l'UIPP, on a des sigles très beaux pour camoufler la défense d'intérêts. Et puis parfois quand même, je ne vous le cache pas, le syndicalisme agricole majoritaire aujourd'hui, je ne suis pas sûr que dans les instances en question, il soit vraiment représentatif des agriculteurs les plus en difficulté et ceux qui auraient le plus intérêt à passer par exemple à une agriculture soignée, artisanale et bien rémunérée. Merci Marc. Merci. Merci à vous d'être le livre de Marc donc, est en librairie là, depuis, il sort là maintenant. Le travail, j'espère que le savoir de Marc va se diffuser. Donc il y a dans la presse, et la presse qui est là aujourd'hui, il y a des choses aussi qui sont prévues dans les jours à venir. Et donc j'espère que ces idées vont se diffuser. Voilà, merci à vous d'être venus ce matin. Merci. Merci à vous pour votre accueil.